Et nous voilà avec le retour de Julien Rochdy en vidéo. C'est sa 3e vidéo qu'il publie. Aujourd'hui, je fais une analyse de ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je reviens sur les choses qu'il va nous dire, sur certains sujets et comment la droite pourrait devenir bien plus puissante qu'elle n'est aujourd'hui et surtout ne pas se laisser aller car la gauche revient fort. Allez, je vous laisse avec la vidéo, on y va. Alors, voyons voir ensemble ce que Rochdy a à nous dire. Dans lequel je vais vous parler des droitardés. Suis-je moi-même un droitardé? On pourrait légitimement se poser la question. Eh bien, je vous réponds tout de suite, comme ça vous pouvez arrêter la vidéo immédiatement. Oui, je suis un droitardé, je suis même fier de l'être, je suis même le roi des droitardés, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, je voulais vous montrer 2-3 produits que nous sortons aux éditions du Royaume. D'abord, Héros d'Europe, l'histoire illustrée, magnifiquement illustrée, de 13 grands héros européens. Donc si vous avez un cadeau à faire, vous avez envie de vous intéresser aux grands héros Il y a, bon là, il revient en vidéo, mais il revient aussi avec un produit à vendre. C'est un peu de bonne guerre. Hein. Personne ne veut travailler gratuitement, donc voilà. Qui sont dans nos lignées, hein, parce que je vous ai déjà parlé de lignées, qui sont parmi nos ancêtres. Vraiment, n'hésitez pas, un cadeau ou même pour vous ou pour vos enfants, super Héros d'Europe. Franchement, le bouquin a l'air beau, la couverture est belle. Hein. Ça donne envie, ça a l'air d'être un beau livre en tout cas. Aux éditions du Royaume, il y a aussi le journal de combat. Je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram pour voir à quoi ça correspond et à quoi surtout c'est utile et pourquoi moi-même je l'utilise tous les jours. Et puis, nous sortons aussi 2 livres très importants de 2 penseurs qui influencent aujourd'hui la présidence de Donald Trump. Nick Land et Curtis Yarvin, qui sont assez peu connus en France, mais qui sont parmi les penseurs les plus importants dans la néo-réaction américaine, c'est-à-dire la droite américaine, la droite hors les murs américaine. J'utilise sa vidéo pour faire ma vidéo, donc la moindre, c'est de le laisser faire un petit peu sa publicité. On a tous besoin de gagner notre croûte. Non, plus sérieusement, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet important qui est la droite sur Internet. Alors vous savez, j'ai un peu arrêté YouTube depuis plus d'1 an. Ça fait quelques semaines que je suis revenu seulement, mais... Oui, parce qu'il a eu une fille, je crois. Et du coup, voilà, il s'est mis un petit peu en retrait de YouTube, en partie à cause de ça, pour s'occuper de sa fille et profiter de sa fille. Car entre son job d'écrivain et le travail qu'ils font avec leur édition et YouTube, je pense que ça lui faisait trop. Et il a bien fait, il faut profiter de nos enfants un maximum. Mais j'ai pris du recul, comme on dit, j'ai pris de la distance, de la hauteur. Et ça m'a permis d'analyser. Il a pris un autre point de vue, et j'en parle, je vous mettrai le lien en description et la petite fiche, la vidéo que j'ai fait sur la sanction qui réagit au reel Instagram de Papacito. Et tout ça est en rapport aussi avec cette vidéo. J'ai fait les 2 vidéos à la suite, parce que justement, c'est un ensemble car ça aborde le même thème, et cette vidéo est un petit peu en réaction à ce qu'a dit Papacito. Et cette vidéo de Julien Rochdy est aussi en réaction à ce qu'a dit Papacito sur les reels Instagram. Et un petit peu tout grâce à l'observation d'un spectateur, d'un spectateur lambda, que j'ai pu être donc pendant plusieurs mois, voire 1 an. Et j'aimerais vous parler de ça, j'aimerais vous partager mes observations et vous dire ce que je pense de cette droite Internet, de sa trajectoire, de ce qu'elle devient aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de dissensions, il y a des clashs, il y a une sorte d'aigreur qui sous-tend un petit peu aujourd'hui tout le milieu, comme on l'appelle. D'ailleurs, il y a peu de gens qui s'en réclament dorénavant. Hein. La plupart des gros influenceurs de droite ont essayé justement de prendre leur distance. En tout cas, c'est ce qu'ils ont avancé. Chacun prend ses distances, ne voit plus trop le milieu, etc. Et tout ça est assez symptomatique de quelque chose de déplorable, mais qui n'est pas foutu totalement. On peut se sortir de là. Et je vais justement vous dire pourquoi. Je vais vous donner mes idées. Moi, il y a une chose que je pense par rapport au fait que ces influenceurs, comme il dit,
se sont écartés du mouvement, tatati tatata. Je pense qu'il y a eu aussi une peur de certains influenceurs parce que quand on voit Baptiste Marchais, Papacito et d'autres qui ont été violemment censurés par l'État, ont eu des problèmes pour ouvrir des comptes en banque ou ce genre de choses, ont vu leur compte fermé, leur compte d'entreprise fermé, comme Baptiste Marchais, où son argent était bloqué sur le compte et il n'y avait plus accès. Voilà. Je pense que ça a aussi un petit peu appuyé le fait qu'ils décident de prendre leur distance. Sur le sujet, d'autant d'ailleurs qu'on m'a beaucoup posé la question, on m'a beaucoup demandé, Julien, que penses-tu de cette droite sur Internet, que penses-tu de tel ou tel clash, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de ça dans ce podcast. Alors la première des choses dont je veux vous parler, c'est du terme droitardé. Ce terme droitardé est aujourd'hui extrêmement utilisé à droite, c'est l'un des mots qu'on entend le plus, et tout le monde affuble l'autre plutôt à droite de droitardé. Au point même qu'il est difficile d'en connaître la réelle définition, puisque justement tout le monde utilise ce terme. Alors première des choses, je trouve quand même dommage d'avoir récupéré un mot qui a été forgé dans la Moria, c'est-à-dire chez nos adversaires. Le terme droitardé vient d'influenceurs de gauche, il me semble, et il est tout à fait dommage et déplorable que désormais ce soit un terme employé par la droite alors même qu'il vient de nos adversaires, de nos ennemis. Ça, c'est très clairement une grosse remarque. C'est une erreur, mais une grossière erreur que font tous les gens, la plupart des gens de droite, de récupérer des termes utilisés par la gauche pour nous parler, en fait, pour parler de nous. C'est stupide de faire ça, c'est extrêmement stupide. Il faut créer nos éléments de langage, notre dialectique, pour pouvoir rallier plus facilement les gens qui en ont marre justement des politiques menées depuis 40 ou 50 ans en France et qui ont besoin de s'échapper de tout ça. Et il faut leur donner des mots pour s'échapper de tout ça. L'esprit s'échappe que lorsqu'il a les mots pour le faire. Les mots sont extrêmement importants. On sait bien qu'en philosophie politique, pas en philosophie politique, n'importe quoi, en politique, en stratégie militante, alors en philosophie politique au sens de l'analyse de la victoire culturelle d'un camp ou d'un autre, sur l'idéologie, on sait bien qu'employer les mots de l'adversaire est une victoire toute simple de l'adversaire. Bon, si ça vous embête pas, je vais juste le passer à 1,25. Je vais voir ce que ça donne. Si ça gâche pas sa diction. Je vais voir. Si ça ne gâche pas sa diction, je le laisse comme ça. D'ailleurs, on s'apercevait que lors des grandes heures, entre guillemets, de la droite sur Internet, de la droite hors les murs, on voyait que c'était les influenceurs de gauche, qui continuent d'ailleurs à le faire sur bien des points. Nous en parlerons un jour dans un podcast sur la gauche Internet, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, je vous en parlerai. Mais on voyait que cette gauche Internet était à la traîne de la droite sur Internet et ne faisait que récupérer, alors les concepts est un bien grand mot, mais en tout cas les expressions de la droite. Et donc c'est un très mauvais signe pour nous de voir des droitards récupérer un terme forgé dans les... C'est pas la Moria, n'importe quoi, c'est le Mordor. Je crois que si y a une partie de la droite qui a fait ça, c'est en rapport avec ce qu'il disait juste avant, et que le fait que certains influenceurs se sont mis à l'écart du milieu, se sont dissociés de certains influenceurs. Et ça va avec. Je crois que beaucoup ont eu peur de perdre leur chaîne, ont eu peur de perdre leur revenu, en fait, parce que beaucoup d'influenceurs qui ont des familles, qui payent leur voiture, leur maison, cet engagement sur YouTube, c'est pas juste pour fanfaronner, c'est aussi un engagement total pour certains. Et quand l'engagement est la survie de sa famille, évidemment, certains ont voulu un petit peu, je pense, s'assagir et faire un petit peu ce qu'a fait le RN quand le RN a arrêté, par exemple, de parler du Frexit, et de ce genre de choses, de quitter l'Europe. Tout d'un coup, on les a acceptés dans les médias. Et je pense que c'est un petit peu ça qui s'est passé aussi avec les influenceurs.
pas les mines de la Moria, c'est dans le Mordor, c'est-à-dire dans les réseaux gauchistes les plus dégueulasses, les plus ennemis de ce que nous sommes et de toutes nos valeurs. Il est quand même terrible de voir que l'on utilise l'anneau. Voilà, on utilise leur terme à eux. C'est à chaque fois, je vous dis, qu'on utilise le terme droitardé pour critiquer quelqu'un d'autre de droite, censé être de droite, même si on le déteste, eh bien, on donne du crédit à la gauche, on donne du pouvoir à la gauche. Je vous dis, c'est un élément de base des stratégies politiques. Il ne faut jamais employer les mots de l'adversaire. Chaque mot utilisé venant de l'adversaire est une victoire donnée à cet adversaire. Oui, et il sait de quoi il parle. Il ne faut pas oublier qu'il a été au Front National de 2006 à 2014, où il était directeur national du Front National de la Jeunesse. Donc voilà, il a été, ce que Bardella a été au RN avant qu'il devienne responsable, président du RN en fait. Donc déjà, c'est la première des choses. Ensuite, il faut voir ce que le terme droitardé a qualifié. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il a caractérisé? C'est quoi être un droitardé? Alors déjà, pour moi, je vais vous dire, ce terme a tellement été à la mode, il est tellement à la mode, il est tellement devenu à la mode, que pour moi, un droitardé, c'est précisément quelqu'un qui utilise ce terme droitardé. Si un droitardé, c'est vraiment le droitard de base, alors, vu que le droitard de base ne fait qu'employer ce terme désormais, eh bien, c'est celui qui emploie ce terme en permanence qui est un droitardé. Le droitard moyen emploie le terme droitardé aujourd'hui. Moi, je ne l'emploie pas. Et si maintenant on regarde qui il est censé qualifier, on s'aperçoit que c'est totalement injuste, totalement illégitime, et encore une fois totalement stupide, et j'ai envie de dire pitié pour les droitardés. Et nous allons en parler. Pitié pour les droitardés parce que, s'il qualifie quelqu'un dans le public de droite, qui consomme du contenu de droite, et qui consomme notamment des produits dérivés, des livres, etc., d'influenceurs, de créateurs de contenu de droite, eh bien alors, on se tire une balle dans le pied. On a vu beaucoup ça. On a vu beaucoup ça, encore une fois, sur les forums, sur Twitter, les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de gens, se croyant plus intelligents, critiquer tous ceux qui allaient acheter, pour soutenir un créateur de contenu, un produit dérivé. Alors, quelle que soit sa qualité, il peut être très bon, comme mes livres par exemple, ou plus mauvais, j'en sais rien. Mais en tout cas, tous les gens qui allaient consommer pour soutenir, encore une fois, ou pour simplement se fournir d'un produit intéressant, on les a traités de droitardés. C'est fou parce que je vois dans son intervention son côté, il a toujours été un peu comme ça, le côté paternel. Je trouve que son intervention, il arrive un petit peu en disant, vous savez, comme quand les gamins jouent dans leur chambre, c'est le bordel, et puis on arrive, on ouvre la porte et on fait, oh les gamins, là, c'est fini là? Oh! Et on remet un petit peu tout au calme, on dit maintenant, toi, tu arrêtes de faire ça, toi, tu ranges là, et vous jouez calmement, c'est comme ça, et vous définissez un peu des règles. Et là, je trouve que c'est un petit peu ce qu'il vient faire. Je pense qu'il se rend compte que, de un, on perd un petit peu de terrain qu'on avait durement gagné. Je suis sûr que eux, au niveau des ventes, au niveau de l'argent qui est généré par la droite et par le public de droite, est un petit peu en baisse. Et lui, il y voit, je pense, autant, forcément un danger financier pour eux, parce que lui aussi, il vit de ça. Il vit des gens qui acceptent de lui donner un petit peu d'argent en contrepartie de son travail. Et du coup, il voit que tout ça baisse, mais aussi que la place qu'avait récupérée la droite est aussi en train de baisser. Et c'est ça qui est, à mon avis, c'est pour ça qu'il revient, parce qu'il se dit, on ne peut pas laisser tous nos efforts et tout ce qu'on avait bâti et tout ce qui a été fait jusque-là se faire massacrer parce que les gamins font le bordel dans la chambre. Et je crois que c'est ça, parce que c'est devenu un petit peu n'importe quoi, dans le sens où on a perdu, je trouve, dans les chaînes de droite, on a perdu l'analyse, on a perdu de la construction philosophique, intellectuelle, parce que ils ont tout simplement été soit écartés, comme je disais juste avant, par l'État, soit comme Julien s'est mis un peu de côté parce que il en avait besoin. Et je crois aussi que c'est ça qui a mené la droite à devenir une cour de récré un petit peu. Les surveillants ou les institutrices, instituteurs sont partis, ils n'étaient plus là pour surveiller la cour,
et c'est devenu le grand n'importe quoi, on fait que se marrer, et voilà. Et quand il parle là de la critique de ceux qui achètent les produits des influenceurs de droite, c'est important de jamais critiquer ce genre de choses parce que pour moi, être influenceur, gagner de l'argent en étant influenceur en faisant des vidéos, c'est la même façon que de gagner de l'argent que de dire je suis influenceur mais je vends aussi des livres. Ça c'est le même rapport. Quelqu'un qui regarde du contenu d'influenceur, il a la même action que si il achetait les produits que fournissent les influenceurs. Surtout qu'en plus, personne n'a jamais forcé personne. Si je prends, je sais pas, par exemple Raptor, qui a lancé, je veux dire, sa chaîne, ses produits qui tournent autour de la musculation, tous ces produits-là, tout ce qui est fabriqué par ces influenceurs, c'est la même chose que juste regarder les vidéos. Il ne faut pas voir le fait d'acheter à ces gens quelque chose comme on s'est fait arnaquer, ils sont là que pour ça, ils sont là que... Non, non, parce que s'ils avaient envie de juste faire de l'argent, ils passeraient pas par la droite. Ce serait bien plus facile pour eux. Rushdie, je pense qu'il est assez intelligent pour écrire des livres qui irait dans le sens de la doxa d'aujourd'hui, dans le sens de la gauche. S'il voulait le faire, il pourrait le faire. Et ce serait bien plus facile pour lui, il gagnerait beaucoup plus d'argent, il serait beaucoup mieux vu. Non, il a choisi, dès le plus jeune âge, d'aller au FN, de s'investir pour essayer de sortir le pays. Il y avait à l'époque juste les 2 pieds dans la vase, et aujourd'hui, il y est jusqu'au cou. Donc, je pense que tous ces derniers événements font que aujourd'hui, il se sent le devoir de revenir et de nous parler de tout ça. Parce qu'en gros, il ne faudrait pas du tout soutenir les créateurs de contenu de droite. Est-ce que c'est ça Est-ce que ça veut dire ça? J'ai l'impression, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule droite qui aurait une légitimité, ou en tout cas qui pourrait se permettre de continuer, serait une droite mainstream, serait une droite Le Figaro, CNews, mais s'il n'y avait que cette droite-là, vous seriez tous les premiers à en avoir assez, à en avoir marre et à vouloir autre chose. Donc en gros, on a eu un public qui, encore une fois, cédant à cette mode de gauche, qui a cherché à appuyer là-dessus, en traitant notamment tous les créateurs de contenu de droite de boutiquiers. Nous allons en parler aussi. Donc nous avons un public de droite qui s'est mis à critiquer ceux qui consommaient des produits venant de créateurs de contenu de droite, et qui pourtant, dans le même temps, pourraient se montrer tout à fait atrabilaires, aigris, avoir des problèmes avec le fait que la seule droite que l'on voit aujourd'hui, qu'on entend peut-être un peu trop, serait une droite mainstream, une droite classique, présente dans les journaux mainstream et dans les chaînes d'information continue, encore une fois, telles CNews. Donc à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on veut l'existence d'une droite hors les murs, une droite un peu différente, une droite qui parvienne à résister sur les réseaux sociaux. Nous allons parler justement de la tension qui existe sur ces réseaux sociaux et sur ces réseaux alternatifs que sont YouTube, etc. Et puis cette droite mainstream qui s'est installée, la droite CNews, on va parler de ça, hein, c'est un sujet très intéressant. Mais si on veut qu'une droite indépendante de tout ce système mainstream existe, eh bien il faut les soutenir. Donc si un droitardé, c'est quelqu'un qui consomme des produits d'influenceurs de droite qui n'ont pas le tampon du système, hein, qui ne sont pas dans des grandes maisons d'édition, dans des maisons d'édition de droite classiques, je ne vais pas citer leur nom, ou qui font des produits un petit peu différents, des produits dérivés pour pouvoir vivre de leur travail et du combat idéologique. Et bien, si l'on ne veut pas ça, heureusement qu'il y a des droitardés. Heureusement que les droitardés, entre guillemets, sont là pour soutenir les créateurs de contenu, parce que sans eux, nous n'aurions qu'une droite mainstream, et vous seriez les premiers à vous en lasser et à en être absolument fatigués de cette... C'est vrai que là, il touche un point sensible, c'est que l'importance des influenceurs et de cette droite qui est sur les réseaux, c'est un petit peu, c'est celle qui crée les nouvelles tendances en fait. Les médias ne créent jamais de tendances, les médias mainstream. Jamais, jamais, jamais. Ça n'arrive jamais. Les médias mainstream sont là pour relayer ce que d'autres qui sont au contact, par exemple, si je prends pour la droite, les gens qui vivent tous les jours les problèmes, qui se sentent tous les jours désabusés par la politique, ceux qui vivent pleinement ces difficultés et qui veulent en parler, ce sont ces gens-là qui créent les nouvelles tendances, qui créent le chemin que prend la droite. Le mainstream ne sait pas faire ça. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas prendre de risques. Seuls des petits influenceurs, seuls des gens comme moi, par exemple, qui prenons le risque de dire
plus ouvertement, personnellement, ce qu'on pense, d'apporter une analyse un petit peu plus sauvage comme ça. Le mainstream ne peut pas se permettre ça. Parce que derrière, il y a des investisseurs. Les investisseurs ne veulent pas de risque. C'est comme partout, c'est comme depuis toujours. Donc, c'est aussi pour ça que la gauche a toujours été très prolifique, parce qu'eux, ils sont très forts à ça. Depuis toujours, ils ont du média alternatif, ils ont de l'associatif, ils ont des gens qui poussent comme ça et qui leur amènent tout ce qu'il faut aux médias mainstream comme nourriture pour pouvoir abreuver jour après jour les cerveaux qu'ils ont devant eux sur des chaînes comme le service public, comme Canal+, TF1, M6, toutes ces chaînes qui sont pro-gouvernementales, pro-communogauchisme, qui sont dans la boucle. Ces gens-là ont un immense vivier de créateurs et de gens qui sont à gauche et qui leur amènent sur un plateau des sujets, de nouvelles tendances, ce genre de choses. Et il n'y a que depuis que les influenceurs de droite se sont mis à s'engager et aller chercher et à faire remonter des informations qui n'étaient pas remontées parce que dérangeantes, c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver dans les médias des images qui n'existaient pas avant. C'est comme ça qu'on a vu arriver dans les médias des Lola, des Thomas, qui avant étaient passés sous silence. Et ça, c'est grâce aux petits influenceurs. Les petits influenceurs sont la base de la pyramide. Et il a raison quand il dit qu'il faut les soutenir. Cette droite-là. Donc heureusement que les droitards existent, et je crois qu'à cet aune, ils ne méritent pas du tout d'être qualifiés de droitardés, au prétexte qu'ils en consommant, soutiennent, en consommant, le terme aussi est impropre et assez mauvais, mais en achetant les produits des influenceurs, eh bien, font en sorte que cette droitosphère sur Internet puisse continuer d'exister. Vous verriez aux États-Unis comment les choses fonctionnent. La droite Internet est très puissante et elle a participé de l'élection de Donald Trump et de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis parce que à côté, nous ne sommes rien. Mais vraiment, nous ne sommes rien. C'est des trucs aux États-Unis absolument extraordinaires. Ce sont des chaînes YouTube qui marchent H24 et qui sont soutenues par des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui donnent beaucoup, beaucoup d'argent. À côté, nous ne sommes vraiment rien. Mais pourtant, il faut que cette droite Internet existe. Alors, il faut qu'elle soit à la hauteur, bien sûr. Hein, on va parler de ça. Mais heureusement qu'il y a des gens pour soutenir ces influenceurs. Et je le répète, ils ne méritent pas d'être traités de droitardés. Je reviens vite sur les États-Unis. Il y a la grosse différence qu'il y a aux États-Unis et chez nous, et pourquoi c'est plus facile aux États-Unis aussi d'avoir des chaînes comme ça, des grosses chaînes, d'avoir des influenceurs très puissants, d'avoir des gens qui sont capables d'être à des niveaux, à être mainstream. Nous, on a CNews, en gros, et quelques chaînes un peu comme ça qui se permettent d'être un peu plus de droite. Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. C'est que la liberté d'expression aux États-Unis, elle n'est pas du tout comme en France. La liberté d'expression aux États-Unis, elle est totale. Du moment qu'on ne dit pas clairement qu'on souhaite du mal de quelqu'un, on peut dire ce qu'on veut. Mais vraiment tout ce qu'on veut. Par exemple, aux États-Unis, quelqu'un qui dirait le moustachu de 3945, il est top, eh bien, cette personne ne pourrait pas être attaquée. Alors qu'en France, vous seriez automatiquement censuré. Le tout n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Le tout est de savoir la liberté, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là. Aux États-Unis, la liberté d'expression est là. Et il ne me semble pas qu'aux États-Unis, on ait le Troisième Reich qui soit au gouvernement, malgré qu'on laisse cette liberté d'expression. Ça fait maintenant des années que les États-Unis deviennent de plus en plus à gauche, alors que la liberté d'expression est totale. Donc, toutes les réflexions qu'on peut entendre en France sur la liberté de penser, patati patata, jusqu'au moment où ça devient un délit, ça, ce n'est que de la censure. Ce n'est là que pour empêcher que des gens comme les influenceurs de droite puissent monter en puissance, gagner de l'argent, parce qu'ils savent que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et ces lois françaises ne servent qu'à ça, ne servent qu'à museler, car la gauche et la pensée de gauche, les politiques de gauche qui sont menées depuis 45 ans, que le communogauchisme, ce sont des pensées totalitaires. Et donc, dans le fond, ils ne peuvent pas survivre en laissant la liberté d'expression totale. C'est pour ça qu'ils créent. La droite est impossible en France. Il est très compliqué d'être de droite et uniquement de droite en France. Et on le voit aujourd'hui, hein, la plupart des partis de droite sont des partis qui seraient socialistes dans d'autres pays. Et même l'extrême droite, le Rassemblement national, est un parti qui serait de centre-gauche, voire socialiste dans peut-être 95% des pays du monde. Hein. Et donc même notre extrême droite ici est de gauche, en fait, hein, pour une grande partie.
Et cela est conditionné par le logiciel français. Voilà. La droite s'est coupée les mains, elle est devenue inefficiente et il est impossible d'être de droite en France sans être suspecté d'un peu de bêtises. Et je pense que cette faculté aujourd'hui que nous avons à traiter de droitardés des gens qui seraient seulement des droitards, eh bien, est symptomatique de ce problème français. Oui, c'est sûr qu'en France, en fait, on a ce problème on ne se rend pas compte à quel point on est de gauche. Il y a beaucoup de choses quand on discute avec des gens, même de droite, qui pensent être de droite et qui ont toujours voté pour des partis qui se disaient de droite, hein, ceux qui ont voté Chirac, ceux qui ont voté Sarkozy, ceux qui ont voté Macron, qui pensent être de droite et qui votent à droite, se rendent pas compte que, comme il le dit très bien, sont en fait, pour la plupart des autres pays, seraient des socialistes en fait. Comme en France, si on commence à dire non mais maintenant on supprime toutes les aides, on est un extrémiste si on dit ça. Bientôt on veut mettre un dictateur à la tête du pays. Parce que dans notre logiciel, c'est quelque chose qui est une folie de dire ça. C'est complètement... On est tellement plongé dans l'humanisme, dans l'aide, dans le côté maternel de notre pensée. On est dans un pays qui est totalement matriarcal et qui s'est donc énormément socialisé. On est plongé au cœur du social, on est plongé au cœur du Parti socialiste, on est plongé au cœur du communisme. On pense que, on est certain en France que quand quelqu'un est en difficulté, on doit lui donner quelque chose, on doit lui donner de l'argent, on doit absolument l'aider en lui donnant quelque chose qu'il n'a pas besoin d'aller chercher en fait. Mais cette mentalité-là, pour nous, en France, elle est totalement normale. Personne ne reviendra jamais là-dessus. Le seul moyen de revenir là-dessus, c'est vraiment le jour où le pays s'effondrera. Mais le jour où le pays s'effondrera, avec la population qui est aujourd'hui la France, forcément, on ira vers des heures extrêmement sombres. Extrêmement sombres. Alors moi, je vous le dis, je suis un droitardé complet, je suis fier de l'être absolument. Je donne à certains créateurs de contenu intellectuel sur YouTube, magazines, etc., je leur donne, parce que j'estime qu'ils doivent vivre à se développer. C'est comme ça que nous pourrons avoir un écosystème de droite assez fort pour changer vraiment les mentalités. Et en plus, eh bien, je me contente de la qualification d'homme de droite, de conservateur, de droitard, pourquoi pas. Il m'arrive d'être droitard. Et je ne crois pas qu'il soit juste et légitime d'être catalogué de droitardé. Je ne suis pas attardé pour autant. Je m'intéresse à la gauche. Je lis la plupart du temps des auteurs de gauche. Je m'intéresse à la philosophie de gauche. Marxiste, pas mal en ce moment, parce que justement, il y a un revival de la pensée marxiste sur Internet aujourd'hui. Nous en parlerons la semaine prochaine. On va en parler la semaine prochaine. Donc, je m'intéresse à tout ça. Je suis très ouvert. Le revival, il est simple. Hein. La LFI pousse tellement. Et on est tellement, comme je disais avant, dans un état d'esprit gauchiste qu'en fait, on est toujours pas très loin de la pensée marxiste, parce qu'on veut toujours opposer aujourd'hui les classes. Alors oui, il y a des classes en France, mais comme je le disais dans la vidéo sur Papacito que j'ai mis en description, un des gros problèmes de la droite et surtout en France, c'est l'opposition qui est aujourd'hui intellectuelle manuelle. J'en parle longuement dans la vidéo entre la sanction et Papacito, allez voir. J'explique un peu ce concept, et il est important que ce concept monte en puissance pour qu'on puisse sortir du problème que nous donne cette opposition intellectuelle manuelle. À la pensée de gauche, à ce qu'elle peut avoir d'utile et d'intéressant pour nous, mais je ne crois pas qu'il faille pour autant relativiser ma droitardité, mon côté de droite. Pour cela, je n'ai pas besoin, moi, d'affecter des côtés gauchistes pour être reconnu comme un intellectuel et un penseur intelligent. Je me moque de ça et je pense encore une fois qu'il est tout à fait stupide de le faire. Donc n'écoutez pas, s'il vous plaît, tous ces gens qui traitent de droitardés les autres, voire gagner nos idées. Voilà pour le terme droitardé.
Maintenant, je vais vous parler des influenceurs de droite. Pitié pour les influenceurs de droite. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que, justement, un des arguments qui a été beaucoup développé à gauche, encore une fois au Mordor, ça a été de traiter tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu de droite, comme des boutiquiers. Le terme même, d'ailleurs, a été aussi énormément partagé avec le terme droitardé. Les droitardés étaient des boutiquiers, et les droitardés étaient ceux qui consommaient, qui achetaient les produits des boutiquiers. Alors, ce terme me gêne parce qu'encore une fois, il est ridicule d'estimer qu'il ne devrait y avoir qu'une droite mainstream qui devrait exister et que tous ceux qui voudraient faire des choses hors les murs et qui auraient donc besoin du soutien du public n'auraient aucune légitimité à demander des choses de leur public. C'est un petit peu idiot de penser de cette façon. Et surtout, je trouve que c'est injuste parce qu'en réalité, il y a plein de choses que vous ne voyez pas chez les créateurs de contenu de droite. Déjà, bon, je vous passe tous les problèmes que cela engendre dans la vie personnelle que de montrer son visage, que de combattre nos adversaires de gauche depuis des années. Hein. Moi, ça fait aidé sous mon vrai visage et sous mon vrai nom toute ma vie, et vous savez, pour ceux qui me suivent, les problèmes que cela a pu engendrer. D'ailleurs, vous ne savez pas tout, j'ai jamais voulu faire du misérabilisme, mais j'ai des problèmes avec les banques, j'ai eu des problèmes pour plein de petites choses. Alors, encore une fois, moi je ne veux jamais sombrer dans le misérabilisme et la victimologie. Je veux jamais essayer de me faire plaindre parce qu'en fait j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent comme moi et qu'il y ait une nouvelle génération de droitardés sur internet, sur YouTube, de nouveaux influenceurs, etc. Donc je ne veux surtout pas insister et appuyer là où ça fait mal. Je veux au contraire souvent montrer du positif. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Mais il y a plein de désagréments au niveau professionnel, au niveau de la vie personnelle. Évidemment, vous l'imaginez, que d'être et d'avoir été, parce que c'était encore pire hier, un influenceur de droite. Donc Oui, c'est d'avoir été contre le système, en fait, hein, au final. Hein. Et le système est puissant. Alors, quand on est tout petit, le système ne vous voit pas, mais comme lui, vu qu'il a été au FN et qu'il était connu, une fois que vous avez les projecteurs, si tout d'un coup vous prenez trop de place, avec l'Europe qui déteste toute forme de nationalisme, hein, on a vu ce qui s'est passé en Roumanie, ils ont carrément fait en sorte que une personne qui aurait pu être président de la Roumanie ne puisse pas se présenter. En France, il est en train de se passer la même chose avec Marine Le Pen. On écarte toute pensée nationaliste. D'ailleurs, Marine Le Pen, si jamais elle est condamnée et qu'il s'avère que vraiment elle a fraudé, qu'elle paye une amende, qu'une partie de cet argent, je ne sais pas, soit remboursée, qu'il y ait des choses, voilà, qu'il y ait quand même des conséquences, c'est tout à fait normal. N'importe quelle conséquence, même qu'elle ne puisse plus être députée européenne ou des choses comme ça. Mais par contre, quand on décide de faire une loi qui empêche la personne de se présenter aux élections présidentielles, c'est créer une loi qui permet à toute forme de totalitarisme d'empêcher le peuple d'avoir la parole, en fait. Parce que si c'est ce qui a été fait en Russie, quand tous les régimes totalitaires, quand ils se sont installés, première chose qu'ils font, c'est éliminer tous les opposants. Quand on est dans des niveaux de dictature très élevés, eh ben, ils sont tués, tout simplement, ou enfermés, ou en tout cas, c'est des choses très graves. Aujourd'hui, ils se disent démocrates, républicains, on est les gentils, donc ils ne vont pas jusque-là. Mais par contre, si ils vous empêchent de pouvoir de devenir président, c'est la même chose en fait. C'est légitime que ces gens gagnent un petit peu leur vie, mais même à ce niveau-là, je trouve que nous sommes allés trop loin dans la critique. Certes, il y a eu des influenceurs de droite qui ont produit de mauvaises choses, qui ont essayé de vendre à leur public des choses qui n'étaient pas d'une excellente facture, pas d'une excellente qualité. Et peut-être que là, il y a eu des gens qui ont cherché à abuser. Mais les gens que je connais, les influenceurs de droite importants qui sont proches de moi, ou en tout cas que je connais bien, ne me paraissent pas du tout être des voleurs. Et je ne dis pas ça pour les défendre, comme si je défendais un système ou une caste ou je sais pas, ou un métier qui est celui d'influenceur de droite. Mais vraiment, moi j'ai vu des gens autour de moi, vous me croyez ou vous me croyez pas, qui essayaient évidemment de gagner leur vie, de bien gagner leur vie, c'est logique, mais qui n'essayaient pas du tout d'arnaquer leur public. Moi, en tout cas, je ne connais pas... je connais pas beaucoup de gens comme ça à droite. J'ai vu des gens qui essayaient de gagner leur vie tout simplement, et encore une fois, je vous le dis, c'est légitime. Oui, et quand on est influenceur, il faut quand même le dire aussi, la plupart ne sont pas des commerçants, des fabricants de je sais pas quoi. Donc, bah oui, dans le tas, hélas, et ça c'est compliqué, je comprends les gens qui ont été frustrés parce qu'ils ont reçu un produit qui était de mauvaise qualité, ils ont vu ça comme une trahison, un mensonge, mais ces gens ne sont pas des professionnels, et je suis certain que
ceux qui ont pu quand même s'en sortir malgré les problèmes qu'ils ont eus et créer d'autres produits, ils se sont améliorés, leurs nouveaux produits étaient meilleurs et ainsi de suite en fait. Si vous prenez n'importe quelle marque, au début, ce qui se créait, c'était mais nul, nul. Il n'y a pas une seule marque qui arrive avec un produit qui est incroyable. Jamais, ça n'arrive pas. Toutes les marques ont vendu des choses qui au départ étaient des produits nuls. Toutes les marques. Mais cette facilité avec laquelle on a traité tous les créateurs de contenu de droite de boutiquiers a été pour moi excessive. Et encore une fois, je vous le répète, cette critique venait de nos adversaires et il est toujours idiot de récupérer la critique de nos adversaires. Bon voilà. Faut pas oublier aussi que certains influenceurs qui crachent un petit peu, il y a toujours des rancœurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se connaissent un petit peu tous, ils ont eu... dans le privé, il y en a certains qui se connaissaient avant de devenir des personnages publics. Donc, ils ont leurs petites histoires, ils ont leurs petits trucs. Certains s'en sont sortis, d'autres pas. Il y avait des jalousies, il y avait des choses. Et il y a quand même certains influenceurs qui, quand ils disent « oui, c'est un boutiquier », mais qu'eux-mêmes vendent je sais pas quoi, ou alors demandent un don Tipeee ou quelque chose. Vous savez, autant je l'explique aussi dans la vidéo de Papacito, autant les spectateurs, ils se partagent, autant l'argent des spectateurs, ils ne se partagent pas tant que ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui regardent leurs vidéos, ce sont quand même des gens qui travaillent, qui peuvent avoir des revenus qui sont faibles, des gens qui sont un petit peu exclus de la société dans leur emploi, de par le gain qu'ils peuvent en obtenir. Et du coup, l'argent n'est pas infini. Donc ça, c'est un petit peu moi le problème quand j'entends toujours quelqu'un critiquer, dire oui, boutiquier, oui, il a fait ci, oui, il a fait ça. Je perds jamais de vue que lui aussi demande de l'argent et que peut-être d'un côté, ce qu'il veut, c'est moins de gens qui donnent de l'argent à un pour donner plus à lui-même. Donc, pour moi, tout ça ne fait pas avancer et tout ça fait de nouveau reprendre du terrain à la gauche et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Après vous avoir parlé donc en préambule, un long préambule, hein, ça va être une longue introduction, mais bon, du terme de retardé, de ce qu'il implique et de nous, quoi, des créateurs de contenu de droite. Bien que moi-même, d'ailleurs, je ne me qualifie pas tant que ça, je ne me considère pas tant que ça comme un créateur de contenu, parce que je publie assez peu sur YouTube, je vais essayer davantage aujourd'hui, ou sur Instagram, ou même sur Twitter, il m'arrive de disparaître pendant plusieurs mois. Je suis plutôt un écrivain, un essayiste, mais bon, nous sommes comme ça catalogués, rangés dans la catégorie des influenceurs de droite. Donc je dis, voilà, pitié pour les retardés et pitié pour les influenceurs de droite, ils n'ont pas tous les défauts qu'on leur présume parfois, un peu trop facilement. Mais une fois avoir dit tout ça, je veux maintenant en arriver à la situation actuelle qui est eh bien, ce qu'est devenu la droite Internet. Parce que la droite sur Internet, désormais, semble en déliquescence totale. Et pourquoi déliquescence? Parce que il apparaît, c'est peut-être qu'un mirage, mais enfin, il apparaît que la droite Internet aurait eu une sorte d'âge d'or, d'apogée en 2020, 2021, 2022, aux alentours de la campagne présidentielle et dans le sillage, dans le sillon de la dynamique zémourienne. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est exactement ça. Il y a eu le Covid, il y a eu Zemmour, on a craché à la tête du peuple pendant ces années-là, on a vu que Macron, en fait, se moquait totalement de la France. Ceux qui avaient voté pour lui, une partie ont été là, ont vraiment été... ça a été la goutte d'eau. Il y a eu Zemmour qui a amené un petit peu... qui a déplacé cette fenêtre d'Overton et qui a permis un petit peu à la droite de s'exprimer plus facilement. Et ça a été un vent nouveau, hein, toute cette époque. Mais moi, je ne crois pas que ce soit autant catastrophique que ce qu'il dit. J'ai quand même l'impression que aujourd'hui, certaines politiques de droite font quand même encore recettes, des vues. Il y a quand même de plus en plus de gens qui osent avouer, qui osent donner leur avis avec leur nom, avec que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, enfin toutes les plateformes. Donc, moi, je pense que ça c'est pas non plus la catastrophe. Et que depuis ces années, eh bien, il y aurait une petite décadence, une perte de pouvoir, quelque chose qui ferait que la droite Internet semblerait moins unie et serait moins forte. Alors c'est discutable, on en parlera à la fin, mais il y a effectivement quelque chose qui ressemble à de la déliquescence dans la mesure où, si vous voulez identifier aujourd'hui un créateur de contenu de droite, un influenceur de droite, vous n'avez qu'à vous demander s'il a pris ses distances avec le milieu et avec la droite. J'ai l'impression, c'est assez clair lorsqu'on fait une observation rapide et nette de
de la situation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les influenceurs de droite ont pris leur distance et prennent du recul par rapport à la politique, notamment à la politique de droite. Au point même qu'il y a essentiellement dans le discours des critiques, une aigreur, un cynisme, quelque chose d'assez négatif, des sentiments en tout cas qui le sont. À l'égard des autres influenceurs, on sent qu'il y a plus l'union sacrée qu'il y a pu avoir ou qu'on a cru qu'il y avait dans les années en 2021-2022. Et surtout, il y a un rejet de la chose politique, un rejet des partis politiques, un rejet du milieu, un rejet du système de droite qui s'est créé depuis. Et donc, ça donne une impression un peu étrange. On a un sentiment bizarre quand on regarde cette droite Internet. On ne voit plus que des francs-tireurs qui font des choses de leur côté. On voit plus de grands Raoul, de grandes réunions de tous les gros influenceurs qui ont beaucoup plu à l'époque. Ça faisait un petit peu les Avengers, quoi. Ça faisait un peu des gros rassemblements, des grosses figures que vous pouvez aimer ou que vous détestez et que surtout vous aimez détester. C'est vrai que c'est étrange. Et puis je vous dis, ce qui caractérise aujourd'hui un influenceur de droite, c'est qu'il ne veut plus être un influenceur de droite, voilà, pour dire les choses clairement. Et ça, c'est très significatif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des influenceurs de droite ont vu tout l'intérêt qu'ils avaient à devenir un petit peu plus mainstream, parce qu'ils ont vu leurs abonnés passer en moyenne 40 à 50 000 à 100 000, ou à 200 ou à 300 000. Les vues, c'est ce qui fait, c'est ce qui remplit le porte-monnaie, et c'est pour ça que ils se sont comme ça un petit peu écartés du côté de droite. D'ailleurs, on peut entendre aujourd'hui beaucoup d'influenceurs qui disent non, mais moi, de toute façon, je suis quand même un peu de gauche. Ils essayent de rester toujours un petit peu dans l'entre-deux, en fait. Et c'est ça qui donne cette impression que la gauche gagne du terrain, parce que la plupart des influenceurs de droite sont moins agressifs, en fait, sont moins rentre-dedans, sont moins radicales, pas dans le mauvais sens du terme, mais je dirais radicaux dans le sens de façon de parler de certains sujets ou de certaines choses, ou ce qu'on disait juste avant, économiquement, par rapport à la droite. Comme voilà, on a tous une pensée au fond de nous de gauche, qu'on le veuille ou non, on a tous été construits avec ça, on nous bourre le mou depuis qu'on est tout petit avec ça, et c'est difficile de s'en détacher complètement si on veut rester audible par le plus grand nombre. Pardon. Alors, on va essayer de réfléchir aujourd'hui sur les raisons de cette situation. Cette situation apparente, parce qu'elle est évidemment pas aussi simple que ça. Les gros influenceurs de droite font encore beaucoup de vues et ont encore beaucoup de puissance sur Internet ou sur des plateformes différentes, comme par exemple les plateformes de podcast. Mais c'est vrai que cette déliquescence existe, et cette aigreur en tout cas existe, cette critique plus ou moins larvée des uns envers les autres. Alors je dirais que ce qui cause tout ça, en premier lieu, c'est le grand changement de paradigme qui a eu lieu dans ces années-là, depuis 2020. Au départ, les influenceurs de droite, il faut s'en rappeler, étaient des précurseurs, étaient des gens qui amenaient des idées nouvelles, des idées qui ne pouvaient pas être sur les plateaux de télévision, qui ne pouvaient pas être dans les journaux, et qui étaient considérées comme étant tout de suite d'extrême droite, des choses radicales, des choses qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas embrasser, qu'on ne pouvait pas exprimer. Et donc il y avait une droite mainstream qui était assez chiante et assez molle sur les questions du gauchisme culturel, ce qui est devenu le wokisme après, sur les socio-justice warriors, et surtout sur l'immigration et l'insécurité. Il y avait évidemment des éléments, depuis Sarkozy, depuis 2007, on en entend parler, mais c'était quand même assez faible. Même, vous savez, ça remonte, parce que même 2002, Jacques Chirac avait fait campagne sur l'insécurité. Mais voilà, c'est ce qui avait permis notamment à Le Pen d'être au second tour, entre autres. Cette droite Internet représentait les troupes d'assaut du combat culturel de droite. Nous étions les premiers à critiquer ce qui était déjà le wokisme en germe. Bon, à l'époque, on les appelait les socio-justice warriors, le féminisme 2.0, l'immigration complètement folle. Nous avons été là aussi pour critiquer toutes les folies autour du Covid. La plupart des influenceurs, pas tous, ont été extrêmement critiques sur les confinements. Et on amenait, je dirais pas des idées nouvelles, mais on amenait des thèmes, on amenait des combats qui étaient nécessaires à l'époque parce que les médias étaient pleins d'un politiquement correct absolument insupportable. Et donc là, cette droite-là dissidente, cette droite alternative, cette droite qui était au front sur ces combats culturels, eh bien, avait vraiment un intérêt d'être suivie parce qu'elle apportait des choses nouvelles. Aujourd'hui, la critique du wokisme est tout à fait mainstream. Vous pouvez trouver des critiques du wokisme assez sévères dans des papiers du Figaro. La critique même du féminisme est devenue plus mainstream. C'est toujours un peu compliqué, mais quand même, vous avez des penseurs qui ont rejeté l'excès de féminisme stupide qui a pu avoir lieu durant la charnière des années 2017, 2018, 2019, avec MeToo, Balance ton poids, etc., qui a poussé le féminisme à un niveau qui était devenu absurde.
Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment... Là, quand il parle de tout ça, c'est clair que les influenceurs ont été hyper importants là-dedans. En faisant quoi? En faisant ressortir des images de féministes qui pétaient les plombs, en mettant en avant les dires de certaines féministes qui étaient aussi complètement absurdes, en les mettant face au réel, en les mettant face à d'autres réalités qui sont que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on est dans une société en France qui est matriarcale, malgré tout ce qu'on essaye de nous faire croire par rapport à ça. Et les féministes, si elles se sont enflammées pour certaines, c'est parce qu'elles y voyaient là l'occasion d'une prise de pouvoir et l'occasion de gagner un peu plus d'argent, d'être mieux payées avec toutes leurs absurdités comme quoi elles seraient moins payées. Il y a déjà une personne sur deux qui travaille est au SMIC. Donc déjà 50% des gens ont le même salaire. Donc non, il y a toutes les absurdités, tout par rapport à ça, c'est stupide. Et on a mis en avant toutes ces choses, et à un moment donné, le réel, qu'on le veuille ou non, le réel gagne toujours. Il met plus ou moins de temps, et c'est pour ça que le gauchisme, le communo-gauchisme va toujours vers le totalitaire, vers la répression des idées, parce que le réel l'emporte. Et le seul moyen de faire taire le réel, c'est du totalitarisme en fait. C'est la censure, c'est d'empêcher ce réel d'arriver aux yeux des gens. Mais quand on réussit à le faire, ça marche toujours en fait. Le bon sens l'emporte. Quand les gens sont mis face aux vrais arguments, ça marche toujours. Donc d'un coup, ce qui était aux avant-postes des limites de ce qui pouvait être dit sur Internet est passé au centre, entre guillemets, mainstream dans les médias. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez injuste parce que, c'est à la fois bien et à la fois assez injuste parce que nous étions traités de fascistes hier pour des propos qui ne sont même pas aussi excessifs par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur CNews. C'est-à-dire, le moindre chroniqueur sur CNews dit des choses tout à fait acceptables dorénavant, alors que pour ces mêmes propos, nous étions traités, et pas seulement traités, enfin traités à tous les sens du terme, c'est-à-dire traités, qualifiés, mais aussi traités dans la société, de fascistes immondes et d'odieux personnages d'extrême droite 10 ans en avance. D'ailleurs, ça m'avait fait enregistrer une vidéo qui s'appelait à l'époque facho, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, dans laquelle je disais qu'un facho, quelqu'un considéré comme étant extrémiste, c'était simplement quelqu'un qui avait de l'avance, entre 5 et 10 ans d'avance, sur ce qui allait finir par se dire à droite. Donc d'ailleurs, je le dis aujourd'hui au Figaro et à CNews, qui pourrait considérer encore que nous serions trop dangereux dans nos propos. En fait, vous allez dire demain ce que nous disons aujourd'hui, tout simplement. Mais on va y venir, Donc d'un coup, si vous voulez, le curseur a changé, s'est déplacé, et la droite radicale, la droite dissidente, la droite culturelle est passée dans la droite mainstream. Ce qui a, d'un coup, subitement, soudainement, j'allais dire, non pas ringardisé la droite sur Internet, nous n'en sommes pas là, mais qui l'a rendu un petit peu plus obsolète. Parce que s'il y a un discours radical se retrouve sur CNews à disposition des retraités, des personnes âgées et aujourd'hui de tout le monde, quel intérêt d'écouter sur Internet des gens qui vous mettent en garde contre l'immigration, qui vous mettent en garde encore contre le féminisme, et qui vous mettent en garde contre le wokisme, sachant que voilà, c'est partout dorénavant. Ça a évidemment moins d'intérêt. Mais là, je suis à la fois d'accord, mais d'un autre côté, je suis pas d'accord. C'est aussi parce que le média mainstream survole toujours ce qui se passe. C'est rare qu'il aille en profondeur, c'est rare qu'ils prennent le temps, en fait. Le mainstream, ce qui est horrible, c'est qu'ils n'ont jamais le temps. Quand ils invitent des gens, ces gens-là, ils ont 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes max pour exprimer leur opinion, avec un journaliste qui les coupe sans arrêt. C'est très difficile d'aller en profondeur dans les sujets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si c'est vrai que la droite perd du terrain, c'est aussi parce que la droite est devenue moins analytique, parce que c'est plus facile de juste prendre une vidéo, dire des conneries, faire de la critique un peu bateau. Mais c'est plus difficile d'aller un peu plus dans l'analyse, d'aller un peu plus profondément dans le discours. Et ça prend plus de temps. Quand on regarde aujourd'hui les chaînes un peu de droite, ce sont des chaînes, des influenceurs, là, ce sont des chaînes qui font entre 2, 4, voire 5 vidéos par jour. Je peux vous dire, moi qui fais des vidéos, 5 vidéos par jour, on peut pas étudier le truc, on peut pas travailler dessus convenablement, on peut pas exprimer un propos qui soit intelligible et intelligent, on peut pas aller en profondeur, c'est impossible. On reste
on reste voilà, en surface. Alors, c'est bien qu'il y en ait, parce que les gens n'ont pas toujours besoin d'analyse, n'ont pas toujours besoin de choses profondes. Ils ont aussi besoin de se détendre et puis de se marrer devant du contenu comme ça. Mais ça devient de plus en plus rare. C'est aussi pour ça que moi, dans mes vidéos, j'essaye de toujours amener un côté un petit peu analyse, avec quelques chiffres, pour amener un peu plus de concret, pour amener un peu plus de grains au moulin de ceux qui voudraient après pouvoir exprimer une pensée un peu plus construite, en fait. Parce que le but, c'est de convaincre. Quand on se retrouve dans des dîners, dans des soirées, on regarde juste quelqu'un, puis qu'on lui dit parce que c'est des gros gauchistes, c'est des gros bouffons, on va jamais convaincre personne, en fait. Et c'est pour ça que des gens comme Rochdy ont eu aussi une grande influence. C'est qu'il amène toujours de la profondeur à ses propos. On l'entend là d'ailleurs. Il va chercher toujours un petit peu plus loin. Il essaye de décortiquer. Il prend du recul. Et ça, c'est important, en fait. Il faut absolument qu'on ait des influenceurs de cette ligne-là qui émergent un petit peu aujourd'hui pour ramener un peu de cohérence, de discours et de la possibilité aux gens de convaincre plus facilement les gens qui sont indécis ou les déçus. Par conséquent, il s'est passé une chose de cette situation, de ce nouveau fait, ce nouveau constat de société-là. Il s'est passé une chose d'assez claire et d'assez important, qui a été la division de ces influenceurs de droite entre ceux qui sont parvenus à se reconvertir dans ce milieu mainstream et ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu se reconvertir dans ce milieu mainstream. Pour le dire autrement et de façon plus claire, il y a eu ceux qui sont arrivés à devenir chroniqueurs sur CNews, passer régulièrement sur CNews. Je prends CNews, je pourrais prendre d'autres médias, hein, mais CNews est le média le plus emblématique de ce mouvement-là. Ceux qui sont parvenus à devenir chroniqueurs sur CNews, ou ceux qui font tout pour devenir chroniqueurs sur CNews, et ceux qui, pour plein de raisons, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu. Et donc là, ça a créé d'un coup une dissension très grande dans cette droite Internet, qui, je le rappelle, venait des mêmes milieux, s'est fréquenté, se connaissait très bien. Et d'un coup, vous avez une nouvelle noblesse de droite, une bourgeoisie de droite, appelons-la comme on le souhaite, qui a tendance parfois à regarder de haut ceux qui sont restés sur Internet, les youtubeurs, hein, les intouchables, les sous-draps de la droite, en gros. C'est ce que je disais aussi dans la vidéo avec Papa Stéo, c'est ce côté opposition intellectuelle, manuelle. C'est-à-dire que nous, voilà, on a fait des études intellectuelles. C'est l'opposition ville-ruralité, parce que les gens qui sont de la ville, je les connais, même si moi je suis de la ruralité, je les connais très bien. Ils ont ce côté pédant. Quand vous allez dans des grandes villes, si vous avez un accent, si vous faites des choses, si vous allez, je sais pas, en formation et que cette formation se passe en ville et que vous vous retrouvez avec des gens d'un peu partout, et bien quand vous arrivez avec votre accent, on vous charrie, on vous dit ah ben t'as un accent, hein, bah oui j'ai un accent, c'est normal. C'est la France en fait, c'est comme ça. En France, dans les régions et dans les départements, il y a un accent, que vous le vouliez ou non. Et en fait, on est tout de suite un petit peu pris de haut quand on parle de manière un petit peu avec des expressions qui ne sont pas les expressions de la bien-pensance bourgeoise, comme il dit. On est pris pour quelqu'un moins que rien, mais c'est normal, j'en parle aussi. Excusez-moi de revenir beaucoup là-dessus, mais j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo de Papa Stéo de ce genre de sujet, où je parle de l'opposition ruralité et citadin, qui est le gros problème qui fait que la droite n'arrive pas à s'unir et que dès qu'elle commence à gonfler, à prendre de l'importance, elle se désunit. En fait, elle s'unit parce qu'à un moment, elle n'a pas trop le choix, donc ça serre les dents, c'est uni, mais tout d'un coup, dès que les gens des villes, un peu bourgeois, commencent à bien gagner leur vie, commencent à créer des choses qui sont de l'ordre de médias qui deviennent un peu importants, tout d'un coup, boum, ça remet à l'écart les plus petits, ceux qui n'ont pas l'air d'être de grands intellectuels ou ce genre de choses. Il y a toujours cette guéguerre et il faut tout faire pour qu'elle disparaisse. C'est la seule chose qui nous manque pour réussir à s'en sortir et sortir notre pays de la difficulté dans laquelle il est et qui nous permettra d'amener un jour quelqu'un qui aura la capacité
de changer profondément les choses. Ceux qui sont de côté, et puis ceux qui parvenaient au Graal, qui parvenaient à intégrer les plateaux des brahmanes, à savoir les médias mainstream. Et d'un coup, il y a eu cette division qui a été très nette et qui est de plus en plus marquée. Je veux dire, entre ceux qui parviennent à réussir leur reconversion pour toujours tenir le même discours qu'ils tenaient hier, mais le tenir cette fois-ci dans de grands médias, et ceux qui, du coup, n'y parviennent pas ou ne veulent tout simplement pas. Et moi, je suis entre les deux, je vais en parler. Et cette séparation-là, alors même que ces gens viennent du même milieu, je vous dis, on buvait des coups il y a encore quelques années dans les mêmes bars, cette séparation-là crée de l'aigreur, crée de la frustration, évidemment. Et des deux côtés, parce que d'un côté, ceux qui passent à CNews, ceux qui passent dans les médias mainstream ont à la fois du mépris, peuvent avoir, pas tout le temps, mais peuvent avoir du mépris pour ceux qui sont restés finalement sur YouTube et sur Internet comme ça. Et ils ont aussi de la frustration et de l'aigreur par rapport aux critiques qu'ils reçoivent. Et puis à l'inverse, il y a des critiques très très violentes, très virulentes contre tous ceux qui, à droite, dans la droite Internet, contre cette droite mainstream. Oui, puis il y a aussi une aigreur de la part de ces influenceurs qui sont devenus mainstream. C'est qu'il n'y a pas, une fois qu'ils deviennent mainstream, c'est quand même plus difficile pour eux de s'exprimer vraiment comme ils veulent. Il faut qu'ils fassent attention à tout ce qu'ils disent. Et la pression sur un plateau de CNews, c'est quand même pas la même que quand on fait sa vidéo dans son bureau. Donc ça aussi, ça leur crée une frustration. La frustration de toujours, de ne pas pouvoir aller en profondeur dans ce qu'ils pensent parce que ça pourrait être mal pris, parce que, comme je disais avant, on est dans un pays qui est profondément socialiste qui s'est incrusté au fond de l'esprit des gens. Et si on dit certains propos, on va tout de suite être vous êtes quelqu'un de radical, vous êtes, attention, le bruit des bottes et patati et patata, et vous êtes mis à l'écart. Donc ça aussi, ça leur amène une immense frustration, et ça leur pose problème. Et je suis d'accord avec lui, c'est clair que dans ceux qui sont restés petits, certains auraient peut-être voulu devenir très grands, ils n'y arrivent pas, et du coup, sont aussi très frustrés. Qui serait devenu bourgeoise, qui se serait modérée, qui passerait son temps à aller chez des bots pour avoir des invitations dans les médias, etc. En plus, au milieu de tout cela, vous avez beaucoup de nouvelles personnalités, de nouvelles individualités qui débarquent de nulle part et qu'on retrouve sur les plateaux de télévision, eux, sans connaître leur origine. Donc ça peut créer une certaine rancœur, parce que vous avez des gens, il faut le comprendre, hein, c'est logique dans la psychologie humaine, vous avez des gens qui militent, entre guillemets, voire militent vraiment, depuis des années sur Internet, et qui ont le sentiment de ne pas avoir reçu le respect qu'ils auraient mérité, de ne pas avoir été reconnus pour leurs services rendus, et puis vous voyez des gens sortir de nulle part, dont vous pouvez parfois vous questionner le talent, vous comprenez pas trop d'où ils viennent, et qui d'un coup sont sur les plateaux de télévision, les plateaux de radio, qu'on peut voir un petit peu partout subitement, et voilà, tenir un discours de droite et être invité à notre place presque, parce que c'est évidemment plutôt des gens qui font ce travail depuis des années qui auraient mérité d'être invités. Donc ça, c'est exactement ce que je venais de dire, c'est-à-dire le fait que il faut pas oublier que les gens des villes, ça reste quand même des groupes fermés, ils ont leurs potes, et il y a pas Macron, quand il défend tous ses potes avec ses politiques, quand il met en place à des postes importants que des gens qui sont dans son cercle, les gens de la ville sont comme ça en fait. En ville, il y a quand même un côté bien plus vénal, bien plus individualiste qu'on peut retrouver à la campagne qui, par principe, par vie, par obligation, on va avoir toujours tendance à être plus empathique, plus partageur, plus on s'aide beaucoup plus facilement, on est moins fermé, même si au premier abord, les gens de la campagne paraissent plus fermés que les gens de la ville, mais au fond des choses, quand on connaît bien la personne, quelqu'un de la campagne sera toujours 1000 fois plus reconnaissant, 1000 fois plus ouvert, 1000 fois plus sympa que quelqu'un de la ville qui aura, là je parle pas de tout le monde, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais aura tendance à être toujours plus individualiste au final dans sa manière d'être et de penser, et qui fera s'en sortir ses potes. Et c'est ce qui se passe quand il dit on voit quelqu'un sortir de nulle part. Mais oui, c'est un mec avec qui il était à l'école, ils se connaissent bien, il a discuté avec lui, il a vu que le mec avec pas mal de bagou savait de quoi il parlait, il a peut-être écrit un bouquin qui n'a pas marché, puis tout d'un coup, on va le pousser, on va le mettre en avant, et puis voilà, ça marche comme ça. Des rats qui tendent le navire, en fait. Le navire est en train de couler, c'est ce qu'ils vous disent. Le monde est dirigé par des élites tellement puissantes que de toute façon, il n'y a plus rien à faire, à part vous sauver vous-même individuellement. Donc c'est la stratégie individualiste.
La stratégie du divertissement, on cesse de faire de politique et on fait rire, on plaisante avec le monde. C'est très bien, il en faut, attention, hein, mais on méprise le monde politique. Et puis du coup, vous avez une droite dissidente qui débarque, qui elle dit souvent n'importe quoi, qui raconte des histoires, qui ment à son public, qui, je vous dis, n'aura jamais aucun pouvoir dans la société, parce que si ça se présente, ça fait 1% aux élections, mais ça devient très fort sur YouTube. Mais du coup, les gens qui eux travaillent, les actifs, qui ont vraiment, qui sont intéressés par le devenir de cette société, de la société française, mais se retrouvent un peu paumés, parce que si vous êtes de droite, que vous êtes intéressé au devenir de la politique française, et que vous êtes intéressé par tous ces sujets, vous n'avez plus beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui sur Internet pour avoir une analyse réaliste des choses et politique. Et évidemment, sur Si, vous avez moi. ce cas sur cette configuration-là, la gauche se régale, et c'est pour ça qu'on assiste à un revival de la gauche, même la gauche marxiste, depuis quelques mois, quelques années. C'est logique, c'est lié à nos propres turpitudes et à la propre évolution de la droite que je viens de vous raconter. Du coup, maintenant qu'on a compris tout ça, comment s'en sortir? Comment faire en sorte que la droite sur Internet reprenne des couleurs? Même si je vous dis, chaque influenceur, chacun dans son coin, arrive à faire beaucoup de vues, et sans doute peut-être beaucoup plus de vues que les influenceurs de gauche. Mais quand même, on assiste à un phénomène de décomposition, de quelque chose qui pue un petit peu. Alors comment faire en sorte de s'en sortir? Comme je vous disais, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de ponts entre cette droite mainstream et cette droite Internet. Il ne faut pas creuser le fossé, au contraire. Il y a des médias d'ailleurs qui permettent d'être des sas, des points de passage qui permettent de passer d'Internet à un plateau de CNews. Je pense à Frontières, par exemple, et de plus en plus ligne droite aussi. Mais voilà, il faut que chacun se regarde avec aménité et essaye de comprendre l'intérêt des uns et des autres. La droite Internet doit cesser d'insulter en permanence la droite qui s'embourgeoise et la droite mainstream, la droite qui passe son temps à vouloir être sur un plateau de CNews, certes. Et aussi en face, il faut que cette droite qui obtient des places chez Hanouna, au JDD ou sur CNews encore une fois, cesse de regarder ceux qui sont restés sur Internet comme des youtubeurs, comme des espèces de gros imbéciles qui sont à peine touchables, hein, vraiment dans la classe la plus basse dans les castes médiatiques. Oui, et autre chose, moi je crois aussi qu'il faut préciser que ils peuvent aussi essayer de faire en sorte de leur tendre la main un peu plus, en fait. Je crois que de temps en temps, si ils faisaient en sorte de dire dans leurs médias, si on veut faire monter cette pensée de droite, il faut qu'on amène ces influenceurs de temps en temps sur des plateaux, comme chez Hanouna, où des fois il y a des chroniqueurs qui viennent, qui sont des chroniqueurs extérieurs juste pour une émission. Et, comme on a vu, Baptiste Marchais, qui était allé chez Hanouna, qu'il les fasse venir sur des plateaux, ou même sur CNews, ou même... en fait, de temps en temps, si, 5 fois dans l'année, ou une fois dans le mois, il faisait venir un petit influenceur pour lui donner un petit peu la parole, et pour libérer un petit peu plus cette parole et dire, regardez, ce ne sont pas des moins que rien, ce ne sont pas des extrémistes ou je sais pas quoi, et donner un peu de crédit à ces influenceurs, ça aiderait aussi, hein, parce que c'est pas seulement les regarder puis avoir à l'esprit une manière différente de les voir. C'est aussi, c'est ça qu'attendent ces petits influenceurs quand... Rochdy dit qu'il faut arrêter un petit peu cette guéguerre. Cette guéguerre s'arrêtera que ce jour-là, en fait. Tant qu'il y aura... c'est pas qu'une manière de parler et de regarder, c'est une manière de faire. Comme je dis toujours, parler c'est bien, faire c'est mieux, quoi. Donc qu'ils le fassent et qu'ils amènent ces influenceurs un petit peu plus sur le devant de la scène pour leur donner un petit peu plus de force et donner un peu plus de force à tout ça, parce que ça ne peut que aider les uns les autres de faire ça. Voilà, il faut que chacun puisse à nouveau travailler ensemble et surtout comprendre l'intérêt des uns et des autres. Il y a un intérêt pour moi très clair à avoir une droite qui se rapproche du monde politique et qui se rapproche des médias mainstream, mais il y a aussi un intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle droite politique réaliste qui apporte un discours radical sur Internet et qui puisse aller là où on ne va pas sur ces news. Et il y a plein de domaines qui sont encore inexploités. Je vous parlais de Nick Land, de Curtis Yarvin, qui ont été justement à la marge dans la pensée politique américaine et qui se retrouvent aujourd'hui au centre du pouvoir en influençant jusqu'au vice-président américain Vance. Là, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il y a des choses à faire du côté de la néo-réaction.
Comment est-ce qu'on pense la démocratie? Nous, on peut se permettre une critique de la démocratie, par exemple. Quelqu'un qui passe sur CNews et quelqu'un qui est au Rassemblement national ne pourra jamais se le permettre. Allons là-dedans. Faisons des critiques de l'égalitarisme, de la démocratie, de son fonctionnement, etc. Travaillons la néo-réaction américaine et essayons de l'amener avec nos spécificités françaises ici. Je pense au libéralisme. Au libéralisme au bon sens du terme, la désétatisation de la France. Personne ne peut vraiment aller là en France, malheureusement. Nous pouvons critiquer l'État français, critiquer son fonctionnement, critiquer sa lourdeur. Là, il faudrait que nous ayons davantage d'influenceurs, davantage de pensées développées à ce niveau-là. En parlant de ça, je prépare une vidéo par rapport à tout ça, par rapport à la gauche, au communo-gauchisme, ce qu'il a fait en France et tout. Donc, si vous voulez voir cette vidéo qui sera vraiment très intéressante. Il y a beaucoup de recherches. Elle sera... je ne sais pas encore si je ferai une grosse vidéo assez longue ou si je ferai plutôt plusieurs chapitres. Mais abonnez-vous si vous voulez avoir cette vidéo quand elle sortira en mettant la petite cloche. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Nous pouvons aller sur des marges aussi, comme l'écologie. Pourquoi pas? Moi, j'ai essayé. Développer une écologie de droite. Qu'est-ce qu'une écologie de droite? Ça, c'est intéressant. Et c'est pas tous les jours qu'on va voir ça au Figaro ou à CNews. On peut aussi penser les nouvelles technologies. On peut penser le monde de demain. On peut parler de choses qui sont encore un petit peu, même largement inquiétantes pour la droite mainstream. Par exemple, critiquer l'assimilation, être plus identitaire. Où sont les influenceurs identitaires? Il y en a très peu. Il y en a très peu, c'est dommage, parce que l'identitarisme, le mot est pas beau, mais le courant identitaire mériterait d'avoir davantage d'intellectuels, ou en tout cas, s'ils existent, qu'il y en a, mériterait d'être plus mis en avant, qu'on sache ce qu'est un projet identitaire, c'est-à-dire pas un projet seulement raciste, entre guillemets, et qui est xénophobe. Non, il y a une vraie pensée autour des nouvelles recompositions politiques au niveau local, au niveau peut-être même impérial, au niveau européen, penser la géopolitique autrement qu'entre méchants et gentils, c'est-à-dire comment on pense la dissidence, avec l'analyse de l'Occident, etc. Il y en a, mais nous ne sommes pas assez nombreux, et il n'y a même pas eu assez de renouvellement d'influenceurs de droite. Hein. C'est assez dommage. Où sont ces jeunes-là qui développent de nouvelles pensées, qui vont chercher, qui vont justement développer des discours radicaux, mais réalistes, pas complètement dingos. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, ça m'excite, et c'est aussi pour ça que je reviens là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que j'ai envie justement de faire partie de ceux qui vont développer ces discours qui soient à la fois assez radicaux pour toucher un monde à la marge, ayant un discours individualiste, encore plus influenceurs. On nous reproche parfois d'être Instagrammeurs ou je sais pas quoi, mais nous ne le sommes pas assez en vérité. Un discours intellectuel de l'ordre du réalisme et de la radicalité, et qui aille aux marges et sur des sujets qui ne sont pas assez abordés. L'écologie, les nouvelles technologies, le monde de demain, les nouvelles morphologies politiques, une nouvelle approche de la géopolitique, etc. etc. Voilà. Il y a de la place, et c'est excitant. Il y a tout un combat à mener, et je vous garantis que si nous le menons, nous renverrons la gauche qui a son petit revival dont je vais parler la semaine prochaine. Son petit revival, mais qui devrait... Enfin, qui a la possibilité de devenir forte à l'avenir, pour quelques raisons que j'évoquerai, mais qu'on peut totalement tenir en lisière si nous sommes assez forts, et si nous sortons un petit peu de ce moment-là, qui est un peu déliquescent, un moment d'aigreur partagé. Enfin, il y a des mauvais sentiments qui sont sur la droite Internet, dans la droite Internet aujourd'hui. Voilà, essayons de... Voilà, vidéo super intéressante de notre cher Julien Rochdy. Je vous dis, bien sûr, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir les dernières vidéos au moment où elles sortent. Mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager si ça peut intéresser quelqu'un. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Des becs.